Images, le président de la République Alassane Ouattara qui se dirige vers l'avion transportant nos 46 soldats. Les premiers seront tout à l'heure vus sur nos antennes, certainement avec la joie de retrouver cette terre, de retrouver ses parents, amis, collègues, de retrouver une nation qui ne les a jamais lâchés. En effet, c'est le symbole de cette nation, le président de la République lui-même qui les accueille. Déjà le 6 août, à la veille de l'indépendance, le président de la République avait dit dans son adresse que la Côte d'Ivoire n'oubliera jamais ses enfants, n'oubliera jamais ses soldats détenus au Mali. La promesse a été réitérée le 31 décembre 2022 et aujourd'hui, elle se matérialise, cette promesse. Le président de la République qui salue le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Lassina Doumbia. Chaude poignée de main. Avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, symbole de notre pays, symbole de cette fraternité. Et voilà, je pense que les Ivoiriens peuvent applaudir aujourd'hui, peuvent être dans la joie de voir le lieutenant saluer le président de la République avec toute la détermination d'un soldat. Voilà cette fierté de voir les Ivoiriens, cette fierté, cette joie. Franchement, je suis dans un état quasi indescriptible. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à nos soldats qui sont restés dignes et fermes dans cette situation. Bravo au président de la République. Le lieutenant Michaud, qui est la 48e promotion de l'école des forces des armées, qui est devenu l'Académie des forces armées. Voilà. Chacun de ces soldats aura la poignée de main du président de la République, chef suprême des armées. Dans la vie d'une carrière militaire, je présume que ce sont des moments assez importants. Franchement, ils ont vécu quelque chose de merveilleux. Je pense qu'ils vivent quelque chose de merveilleux. C'est unique, l'accueil de l'État. Personnellement, par le président de la République, quand j'imagine les deux premiers lieutenants qui sont sortis et qui ont salué, qui ont eu cette chance-là, quelle joie. Dans leur carrière, ça va les marquer. Et on sort toujours, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Bienvenue chez vous, enfants de la Côte d'Ivoire. Votre pays est fier de vous. Alors vous l'aviez dit tantôt, le Togo a été le pays choisi pour la médiation de cette crise ivoiro-malienne. Quels sont les choix, les raisons qui ont justifié ce choix-là? Parce que durant, d'abord le Togo, durant la période difficile, la période des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Togo a été désigné pour maintenir en quelque sorte le contact. Il y avait le médiateur, M. son Excellence Jonathan Goodluck, mais à côté il y avait un président de la République, c'était le président togolais qui maintenait le contact avec la junte malienne. Et donc au moment où il y a eu la crispation, par la confiance née de ces rapports-là, durant cette période, on s'est dit naturellement que c'est le Togo qui pouvait mener cette médiation. Et il faut remercier le président Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères Robert Dussé qui se sont battus. Néanmoins, ce qui a permis à la médiation togolaise d'aboutir, c'est d'abord les choix diplomatiques ivoiriens. La Côte d'Ivoire a toujours maintenu cette volonté de dialogue, c'est notre tradition de garder dans le dialogue, mais aussi l'appui de la CEDEAO. Il ne faut pas oublier que l'appui de la CEDEAO était capital dans cette crise. Tout à fait. Parce que, souvenez-vous, c'est vrai qu'entre le mois de juillet et de décembre, on a eu nos 3 soldats qui ont été libérés pour des raisons humanitaires, mais au bout d'un moment, on était carrément dans le silence clos, dans les inquiétudes, jusqu'à ce que la CEDEAO tape du poing sur la table début décembre. Et je pense que cette action vigoureuse de la CEDEAO a permis à la médiation de pouvoir répondre et de pouvoir produire les effets qu'on a aujourd'hui. C'est un ensemble, d'abord la médiation togolaise, la diplomatie ivoirienne et la CEDEAO qui ont été très importants pour nous permettre d'avoir les résultats aujourd'hui, de voir chacun de ces soldats descendre l'un après l'autre, se présenter au président de la République, chef suprême des armées, drapeau de la Côte d'Ivoire en main. C'est un moment d'unité nationale, c'est un moment de patriotisme que nous devons célébrer et que nous devons vraiment profiter de ce moment. Voilà, moi je suis vraiment ému de voir ces images. D'accord, également il faut noter qu'il y a eu des guides religieux des deux pays qui ont aussi joué leur partition dans les négociations. Mais c'est très important de le dire. Les solutions, on le dit toujours, les solutions de l'Afrique doivent être d'abord les solutions africaines. Et dans les solutions africaines, il y a cette fraternité qui existe. Vous savez, combien de familles se retrouvent en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en Guinée, au Ghana. C'est ça qui fait l'Afrique, cette beauté. Et je pense que dans cette situation, la Côte d'Ivoire a bien fait de choisir cette médiation. Je ne dirais pas médiation parallèle, je dirais plutôt médiation fraternelle, médiation africaine, médiation traditionnelle
qui a aussi joué, pesé dans la balance. C'est un ensemble qui permet ce résultat-là. C'est pas une seule personne ou un seul acte, c'est un ensemble. Et dans cet ensemble d'actes, hein, parlons à nos frères maliens leur disant qu'avant tout, nous sommes des frères. Qu'avant tout, nous avons des millénaires de vie en commun. Nous avons mieux que le passé, un avenir à construire. On va sans doute revenir dessus. Mais nos pays sont liés. Ils ont un avenir à construire ensemble. Et cet avenir doit être fait avec nos responsables, avec nos peuples, avec nos armées, pour permettre donc revenir dans notre histoire avec ces chefs traditionnels, ces chefs religieux qui ont mené la médiation, a été quelque chose d'important. Et revenir aussi avec eux aujourd'hui, je pense que ça a contribué au résultat qu'on a. On doit être fiers de nos chefs traditionnels, on doit être fiers de nos religieux, on doit être fiers de tous ceux qui ont contribué à la libération de nos soldats. D'accord. Alors, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, le dimanche 4 septembre, 3 soldats ont été libérés et accueillis à l'aéroport de Port-Bouët. Alors déjà, lorsque cette libération est faite, est-ce que cela donnait des prémices justement que cette crise allait véritablement se régler dans un avenir plus ou moins proche? Vous savez, les négociations, c'est jamais simple. Les négociations, c'est toujours quelque peu compliqué. C'était déjà un très bon signe d'avoir ces 3 soldats. C'était un signe assez intéressant qui montrait que malgré tout ce qui arrivait, on avait un minimum de fraternité avec nos frères du Mali. Et l'arrivée des 3 femmes a décrispé quelque peu la situation, a fait naître l'espoir d'une résolution, même si après il y a eu des complications. Mais vous savez, la marche n'est jamais simple. La marche est toujours tortueuse, il y a toujours des embûches. Et c'est dans ces conditions-là que la sérénité, la maturité qu'on évoquait tout à l'heure ont été importantes. Et je salue vraiment cette sérénité et qui permet le résultat émouvant aujourd'hui. Voyez-vous, ces messieurs qui sont allés soutenir un pays frère. N'oublions pas que c'est ça à la base, c'est aller apporter leur contribution à la paix et à la stabilité au Mali, qui ont été détenus pendant 6 mois, loin de leur famille, loin de leurs parents, loin de leur pays. Aujourd'hui, c'est une émotion forte. C'est un moment important pour notre armée, pour notre nation, pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour nos relations avec nos frères du Mali. Parce que finalement, c'est la prise de conscience peut-être des erreurs et des fautes qui ont été commises aussi, qui ont permis de rassembler. Tout ça commis évidemment par nos frères de l'autre côté, qui ont permis de pouvoir avoir le résultat d'aujourd'hui. Et nous sommes très fiers de ce résultat. Et moi, je suis très fier de voir le président de la République, voyez-vous, le président de la République, à cette heure-là, se tenir debout, attendre chacun de ses soldats pour leur dire à chacun un mot réconfortant, un mot comme pour leur dire, le pays a été avec vous, le pays est avec vous. Et c'était un symbole fort pour les armées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le moral du troupe, c'est quelque chose d'important. Et quand les militaires assis chez eux, les soldats assis chez eux regardent ça, ils se disent, on peut mourir pour notre pays. Parce que si on meurt pour notre pays, ce pays-là sera là. En fait, c'est un message très important qu'on apporte aujourd'hui. Voilà. Et donc aujourd'hui, un militaire ivoirien, un policier ivoirien, un gendarme ivoirien qui s'engage dans une opération, sait qu'avec lui, il y aura les autorités, sait qu'avec lui, il y aura son pays. C'est quelque chose de formidable. Moi, je suis heureux de vivre ce moment. Et je pense que tous les Ivoiriens qui nous suivent actuellement doivent être heureux et émus de voir que tout ça participe à la construction de la nation. Grand moment donc dans la vie de la nation ivoirienne, grand moment dans la vie de l'armée de Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, sachez qu'il est 23h56 et à 7h de la nuit, le président de la République est debout à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour accueillir ses enfants, pour accueillir ses 46 soldats qui étaient encore détenus au Mali et qui viennent de fouler le sol ivoirien. 6 mois, 6 longs mois de stress, 6 longs mois de diplomatie, de négociation. Et déjà, lorsqu'on remonte l'horloge de l'aiguille du temps, on se rend compte que en marge de la 77e Assemblée Générale de l'ONU à New York en septembre dernier, les chefs de l'État de la CEDEAO se sont réunis en sommet extraordinaire pour débattre entre autres de l'épineuse question des soldats ivoiriens retenus au Mali. Et même à cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est monté au créneau et a affirmé que les soldats ivoiriens retenus au Mali ne sont pas des mercenaires. Quelle analyse faites-vous de cette sortie de Antonio Guterres qui finalement a mis fin au débat sur véritablement la personnalité des personnes qu'on venait d'arrêter? Je pense que c'est toute la stratégie de la diplomatie ivoirienne. Quand l'événement est arrivé dès le dimanche soir, il y a eu la diplomatie militaire. Il y a eu la diplomatie économique. Il y a eu la diplomatie politique. Il y a eu la diplomatie sociale. Il y a eu la diplomatie culturelle. Il y a eu la diplomatie économique. Il y a eu la diplomatie
les deux chefs d'état-major généraux, Côte d'Ivoire, Mali, se sont parlé. Le lendemain, les deux chefs d'État se sont parlé. Il y a une diplomatie bilatérale qui était très importante. Face à l'échec de cette diplomatie bilatérale, il y a une diplomatie bilatérale facilitée par un médiateur, en la personne du président Faure Gnassingbé du Togo. Et c'était la deuxième phase. Qui a permis quelques résultats. On a parlé de la libération des 3 soldats. Et au bout d'un mois, la Côte d'Ivoire s'est dit qu'il faut multilatéraliser, c'est-à-dire impliquer les institutions. La première qu'il fallait impliquer, c'est l'ONU. Parce que, malgré tout, l'action NSE est en soutien à la MINUSMA. Et donc, en ce moment-là, surtout que certaines presses faisaient état de l'irrégularité de nos soldats, hein, en dépit de la position très claire du porte-parole de la MINUSMA, position très claire qui lui a valu d'être désigné personnel non grata au Mali, mais qui était très claire pour dire que ce sont des soldats ivoiriens que nous reconnaissons. Il est important que dans cette situation, le secrétaire général de l'ONU, la plus haute personnalité administrative de la plus grande institution internationale, se prononce clairement en faveur de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'était une victoire diplomatique importante pour notre pays. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons continué à solliciter l'instance sous-régionale, qui est la CEDEAO. Voilà, donc nous sommes partis du bilatéral, d'abord de la diplomatie militaire, hein, au bilatéral avec une médiation, et en dessous de tout ça, une diplomatie africaine avec les chefs religieux. Et donc quand j'entends souvent les gens dire la Côte d'Ivoire n'a pas négocié médiantre, notre pays a été celui qui a négocié, voici tous les outils de négociation qu'on a pris. C'est dommage qu'il a fallu arriver aux menaces, au centre de sanctions de la CEDEAO pour que nos frères du Mali comprennent la dangerosité de l'activité en train de comprendre. Mais on va passer là-dessus aujourd'hui. On va profiter du retour de nos enfants. On va profiter du retour de nos frères. On va profiter de cette joie. Mais ce qui est important que nos téléspectateurs, les Ivoiriens, doivent comprendre, c'est tout le professionnalisme qui a été mis en place par la diplomatie ivoirienne, qui est allé étape par étape, qui a, malgré les difficultés, gardé la sérénité pour un résultat important aujourd'hui. Cela pourrait constituer un cas d'école. Bien sûr, c'est un cas étudié. C'est un cas étudié, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir là, au chaud, calmement, tranquillement, pardon, à froid, calmement, tranquillement. C'est le temps pour les politistes, pour les géopolitiques, pour les historiens de pouvoir travailler sur cette leçon de diplomatie qui a été donnée par la Côte d'Ivoire. Mais n'oublions pas que notre pays a une grande histoire diplomatique. Notre pays est un pays qui a fondé son succès sur la diplomatie, dans tous les grands combats diplomatiques, dans la mise en place de toutes ces grandes institutions panafricaines. La Côte d'Ivoire, d'Houphouët-Boigny, jusqu'à aujourd'hui, a toujours joué ce rôle important. D'accord. Alors je voudrais qu'on revienne sur une étape très importante des négociations. Le 22 décembre, une délégation ivoirienne avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara se rend à Bamako pour poursuivre le dialogue avec les autorités maliennes. Un mémorandum a même été signé. Est-ce que vous pensez que cette étape-là, véritablement, a été celle qui a accéléré le processus? Je pense que c'est celle qui était le plus grand signe. Parce que cette situation a créé une crise de confiance entre nos frères du Mali et nous. Et il a fallu un symbole, un moment fort pour montrer que la confiance était revenue. Parce que la confiance minimale même est la chose la plus importante. Et ce mémorandum, quoique secret, était le signe d'une confiance retrouvée. Et les mots choisis ont été des mots importants. Le chef de la diplomatie malienne, hein, qui est même un Ivoirien, quand vous regardez le parcours de M. Diop, c'est un parcours ivoirien. Il est tellement lié à notre pays. Il a parlé de malentendu. Et l'expression a été reprise par le ministre d'État, ministre de la Défense. Là, ce jour-là, on est arrivé à une volonté de sortir définitivement de cette crise. Parce que 6 mois de tension entre deux pays frères que sont le Mali et la Côte d'Ivoire, en dépit des divergences qu'on peut avoir, sont 6 mois dangereux. Dangereux pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos pays sont sous la même menace, sont sous la menace terroriste. C'est ensemble qu'on pourra réussir cela. Pourquoi? Parce que nos pays sont emmenés à nos destins sont liés. Vous savez, la Côte d'Ivoire a beau être riche, si le Mali est pauvre, ils vont migrer et nous allons en souffrir. Le Mali a beau être riche, si la Côte d'Ivoire est dans l'insécurité, c'est vers le Mali que nous allons nous retourner. Et donc tout ça, 6 mois, alors que nous sommes des pays frères, nous sommes des pays liés, c'était au bout d'un moment, c'était dommageable. Et ce mémorandum a été quelque chose d'important. D'ailleurs, la conséquence de ce mémorandum
que nous avons aujourd'hui, c'est la libération de nos 46 soldats. D'accord, mais avant la libération, une semaine après la signature de ce mémorandum, un procès est ouvert à la cour d'appel de Bamako. Après 2 jours de procès, le tribunal malien condamne les 46 militaires ivoiriens à 20 ans de réclusion criminelle et les 3 soldats relâchés quelques mois plus tôt sont condamnés à la peine de mort. Qu'est-ce que cette décision de justice a pu bien créer dans la tête des Ivoiriens? Non, je comprends que les Ivoiriens soient été choqués, puis tristes d'entendre ça, mais pour moi, ça fait partie de la logique des choses. Parce qu'il y a du juridique, il y a du fraternel, mais il y a des enjeux politiques et des enjeux de politique intérieure. Pour le chef de la junte au Mali, c'était difficile d'arriver sans procès. Il fallait que la justice malienne se prononce. C'est dans la logique des choses. Si elle ne se prononçait pas, les autorités maliennes allaient avoir du mal. Et deuxième chose, elle risquait même d'être accusée demain de détention illégale. Donc par rapport à tout ça, il fallait que la justice malienne se prononce. La peine, elle est logique du point de vue de l'accusation. On a accusé nos soldats d'avoir déstabilisé, mais toute tentative de déstabilisation va au moins sur les 20 ans. Je signale tout de même que j'ai eu accès au script du procès. Les avocats commis d'office par le Mali vous ont fait un travail remarquable. La Côte d'Ivoire n'avait même pas besoin de déplacer sur l'avocat. Nos frères maliens qui ont défendu ces 46 soldats les ont défendus avec brio. Je peux vous garantir que ils ont montré une classe dans leur défense. Et donc, à partir du moment où ce juridique est réglé, on pouvait revenir maintenant à la situation politique, diplomatique, à travers la grâce présidentielle qui a été prononcée. Mais à vous entendre, on a l'impression que les avocats maliens, en défendant des Ivoiriens, avaient l'impression de défendre leurs frères maliens. Je vous le garantis. Aujourd'hui, on ne peut pas exposer les sources, mais un jour, je pense que dans un jour proche, on aura les scripts ou les enregistrements de cette plaidoirie. Je peux vous garantir que moi j'ai écouté, j'ai lu une partie de cette plaidoirie. Ils ont défendu des frères et ils les ont défendus avec brio. Je salue ces avocats qui ont été commis d'office par l'État malien, mais qui ont travaillé avec professionnalisme. Je peux vous le garantir. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette crise peut-être va contribuer à raffermir plus les liens entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous savez, l'accouchement, la naissance, c'est toujours difficile. Et il faut des moments comme ça dans une famille. Il faut des moments de crise pour qu'on sente l'importance de la famille. Vous savez, quand vous vous bagarrez avec un frère, c'est ce jour-là que vous comprenez l'importance de vos frères. On aurait pu s'en passer, mais je suis convaincu qu'après cette crise, nous allons retrouver une relation plus forte entre la Côte d'Ivoire et le Mali. De toute façon, nos peuples ne se sont jamais séparés. Durant ces 6 mois, on a été toujours solidaires de nos frères maliens, puis eux-mêmes ont été toujours solidaires de la Côte d'Ivoire. Des divergences politiques, des divergences d'orientation stratégique, c'est normal dans la vie des nations. Mais tant que les peuples, comme les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali, ont su démontrer ensemble qu'ils peuvent construire, parce que construire l'Afrique de demain, construire l'Afrique de l'Ouest de demain, c'est avoir cette communauté de destin, cette vision de mener quelque chose ensemble. Et je pense que nos peuples comprennent de plus en plus cette nécessité de mener quelque chose ensemble. On n'a même pas le choix. Michel, on n'a pas le choix parce que regardez les menaces sécuritaires aujourd'hui. Un seul pays ne peut pas lutter contre le terrorisme. Si la Côte d'Ivoire lutte contre le terrorisme, les terroristes vont prendre le Mali comme arrière-base. Un seul pays ne peut pas lutter contre la pauvreté. Et nos États sont des micro-États. Tant qu'on reste dans des micro-États sans stratégie d'intégration régionale, on ne pourra jamais peser dans la mondialisation. On a tellement de défis en commun que moi je suis presque sûr que ces périodes de crise vont nous forger une relation solide pour le futur. D'accord. Alors sachez, chers téléspectateurs, que nous venons d'achever la première articulation de cette cérémonie, à savoir l'accueil de nos 46 soldats par le président de la République. Le second temps fort